Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à Nouvel Ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à Nouvel Ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Le patriarcat est un ordre établi qui a structuré pendant des millénaires la société et la famille. Peut-être pensez-vous que ce modèle appartient clairement au passé et que notre société repose désormais sur des bases plus justes et plus égalitaires. En France, l'égalité entre les hommes et les femmes est en effet garantie par la Constitution. Mais a-t-on pour autant définitivement tourné le dos à cette forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans le domaine politique, économique, religieux et détient le rôle dominant au sein de la famille selon la définition du Larousse ? Arnaud Gallet est anthropologue, activiste des droits de l'enfant et ancien membre de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Il a dernièrement signé avec 200 personnalités masculines une tribune dans Libération contre la domination masculine en soutien à Gisèle Pelicot. Nous allons donc aujourd'hui essayer de cerner avec lui quel rapport la société entretient au modèle patriarcal, comment celui-ci subsiste-t-il et surtout, quels effets a-t-il encore sur les groupes les plus vulnérables ? Bonjour Arnaud, je suis très heureuse de vous accueillir dans Jusqu'à Nouvel Ordre. Alors, on va démarrer par cette tribune qui a fait beaucoup parler d'elle en réaction donc à l'affaire Pelicot. Je le rappelle, l'affaire Pelicot, c'est l'histoire de cette femme que son mari a droguée pendant des années pour la livrer à des hommes alors qu'elle était inconsciente. Un point qui a beaucoup fait polémique dans cette tribune, c'est le fait d'avoir pointé l'ensemble des hommes, je cite, dire tous les hommes, c'est parler de violences systémiques perpétrées par tous les hommes, parce que tous les hommes, sans exception, bénéficient d'un système qui domine les femmes, et puisque nous sommes tous le problème, nous pouvons tous faire partie de la solution. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par violence systémique, et est-ce que cela signifie que notre société perpétue et autorise même la domination des hommes ? Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, en fait, le terme de systémique? C'est tout simplement qu'il y a une dimension culturelle, en réalité. C'est-à-dire que ce sont des choses qui nous dépassent complètement, qu'on le veuille ou non, dans la société. Et on le voit bien dans l'affaire Pelicot. En réalité, effectivement, tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne vont pas sur le site Coco, où tous les hommes ne vont pas effectivement sur un groupe WhatsApp appelé à son insu. Tous les hommes ne vont pas dans dans une cuisine se déshabiller pour aller après violer une femme qui est endormie. Néanmoins, on peut dire que ce sont des produits du système. C'est-à-dire que le système permet à un moment donné, par sa culture, en fait, la culture du viol, la culture de la pornographie, la culture en fait de différentes choses, et qui donne à voir en fait le corps des femmes d'une certaine manière, et surtout ça place l'homme en fait avec une forme d'acceptation, on va dire, d'une domination, etc. Et ça, c'est le paroxysme, bien entendu. On est bien d'accord que l'affaire Pelicot, elle est spectaculaire dans le sens où il y a quand même énormément de personnes sur le banc des accusés. Il y a Dominique Pelicot donc, qui endort sa femme pour qu'elle soit violée, et c'est une chose qu'il reconnaît, donc c'est quand même spectaculaire, et tous les hommes ne font pas ça. Néanmoins, ça doit nous interroger quand même. Et ce qui nous interroge d'autant plus, au passage, c'est quand même quand on voit l'attitude des accusés, en fait, au moment du procès, ça dit bien, en fait, quelque chose aussi de cette toute puissance un peu masculine qu'on peut retrouver par moments. Tous les hommes ne sont pas comme ça, mais quand même, ça signifie que nous-mêmes, en fait, en tant qu'homme, on a aussi quelque chose, en fait, je pense qu'on doit être lucide sur cette situation-là, et en fait, c'est pas qu'une histoire de femmes, et ça, c'est important pour nous vraiment de le souligner dans la tribune, c'est-à-dire que, bien sûr que ça fait des années que les féministes et donc des femmes alertent, en fait, sur cette situation-là, et c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes, en fait, qui se mobilisent. Et nous, on a voulu, à travers cette tribune, se dire, bah tiens, finalement, qu'est-ce qu'on a à dire de cette culture de la domination, qui finalement, là où c'est extrêmement difficile, c'est que en réalité, pour le dire autrement, c'est pas uniquement une affaire d'hommes.
on voit bien que cette culture-là, elle est aussi portée et véhiculée par moments par des femmes, en fait. Donc, on doit vraiment avoir cette prise de conscience systémique pour être en capacité de changer les choses et surtout pour qu'on soit dans une société nettement moins violente. Enfin, je veux dire, quand on voit les chiffres des violences faites aux femmes, des violences faites aux enfants, on devrait, nous, être directement interpellés et surtout que dans le cadre de ces violences-là, on parle bien de violences sexuées, c'est-à-dire que la grande majorité des victimes sont des femmes, des filles, si on va effectivement élargir aux enfants, et la grande majorité des agresseurs sont des hommes. Donc ça signifie que ne serait-ce que cette composante-là doit nous interroger, un, sur déconstruire comment dire, nos représentations, nos démons, même pour le dire comme ça, parce qu'on se dit souvent, bah voilà, le risque pour une victime, c'est que la victime devienne évidemment agresseur. Bah non, en réalité, le premier risque en fait pour une victime, très souvent, c'est d'être de nouveau victime. Et ça, on ne le dit pas finalement. Et puis, s'il y avait vraiment un risque avéré, bah, si vous voulez, quand on regarde les chiffres, si je prends par exemple les violences faites aux enfants, on sait qu'il y a 81% des victimes qui sont des filles et 97% des agresseurs qui sont des hommes. Donc, s'il y avait un risque de reproduction, on aurait plutôt des agresseuses en face. Or, aujourd'hui, on a bien des agresseurs. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Déjà, un, que la violence, c'est un choix. Délibéré, etc. Quoi qu'on puisse nous dire, etc. Ou même se rassurer au niveau de la société en se disant ils sont peut-être malades, etc., etc. Parce qu'il y a tout ce traitement derrière. Non, c'est une composante culturelle très forte et qui dit quelque chose en fait de ce rapport aussi homme-femme, homme-fille, etc., qu'on retrouve depuis effectivement des centaines d'années. Et à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité de bouger les choses. Ok. Alors, on va revenir un petit peu plus tard justement sur les violences faites aux enfants également. Peut-être une précision, vous avez évoqué la culture du viol, hein, c'est une notion qui est apparue dans les années 70, dont on entend beaucoup parler de nouveau depuis MeToo, et qui pointe la tolérance coupable à l'égard des prédateurs sexuels. Oui, exactement. Alors, l'acceptation de l'ordre établi est toujours le fruit de conditionnements plus ou moins subtils. Est-ce que vous-même, vous identifiez des exemples concrets de conditionnements qui continuent à entretenir justement ce modèle patriarcal et donc la domination des hommes? Oui, bah, le premier conditionnement, je pense que si vous voulez, c'est par le biais de l'éducation en réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien la question de l'éducation et notamment de l'éducation non violente, etc. C'est quelque chose qui doit nous interpeller en fait sur déjà des rôles qu'on vient répartir en fait aux garçons. C'est très bien dit. Je pense qu'il y a un sketch d'ailleurs, je le partage de cette manière-là parce que je trouve ça assez fin, de Florence Foresti qui dit par exemple, c'est vrai que quand on va dans un parc, les garçons c'est la guerre et les petites filles en fait elles sont avec leurs poussettes, etc. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment des choses et puis on voit bien que ce sont des stéréotypes qu'on reproduit en fait au quotidien sans le vouloir. Et je pense que c'est tout ça en fait qu'il s'agit de déconstruire. Alors j'entends après certains disent bien oui, faut pas tomber dans l'extrême. Bien entendu, faut pas tomber dans l'extrême, c'est pas la question. La question c'est quand même de prendre conscience au bout d'un moment des enjeux en fait liés au système d'éducation, aux stéréotypes, etc. Et les conséquences surtout qu'il y a derrière. Et ça c'est essentiel. Et alors justement, au-delà de l'éducation, hein, effectivement, qui reproduit certains stéréotypes, selon vous, quels sont les freins à l'évolution du patriarcat? On est quand même en 2024 en France. Qu'est-ce qui freine finalement? Qu'est-ce qui freine l'évolution du patriarcat? Oui. Ah bah aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui le freine, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la seule chose qui freine, c'est, je pense, les mobilisations comme celles qui ont été faites, notamment de soutien, qui sont extrêmement importantes, hein. C'est-à-dire que le frein là au patriarcat, on voit bien dans le procès Pellico, par exemple, cette vague populaire qui vient bien dire quelque chose. C'est aussi le mouvement MeToo, le mouvement MeToo inceste. Je pense quand même, et c'est important de le dire, que on est dans le bon sens. Et peut-être pour présenter les choses autrement et pour dire ce qui freine un peu le patriarcat, je pense que idéalement, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on en vienne en fait à penser un peu comme des commissions de vérité autour de ces questions-là, un peu comme ça a été fait, si vous voulez, avec l'apartheid en Afrique du Sud, se dire évidemment que il s'agit en fait de se poser cette question en fait de la domination par exemple masculine dans le débat public et voir effectivement comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que par exemple le mouvement MeToo qui est très bien, mais on voit bien que c'est dans un sens quasiment. Donc c'est un frein, bien évidemment. Dans un sens, vous pouvez préciser peut-être? Bah, dans un sens, parce que si vous voulez, il n'y a pas forcément d'échange derrière. Il n'y a pas forcément d'échange et de remise en question plus profonde en fait au niveau du système. Donc du coup, on reste à du déclaratif et il faut au bout d'un moment que les gens effectivement déversent, que les personnes déversent, victimes déversent aussi ce qu'elles ont vécu, etc. En termes de violences sexistes, sexuelles, etc. C'est essentiel qu'on puisse l'entendre. Mais au bout d'un moment, dans un état en fait de droit, on peut légitimement pardon, se dire que ce qui serait quand même profitable à tout ça, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement
qu'il y ait un cadre en fait qui soit fixé. C'est ce qu'on fait, encore une fois, c'est ce qu'a fait l'Afrique du Sud, mais c'est ce qu'a fait aussi, je sais pas, l'Australie sur l'histoire de pédocriminalité dans l'Église. C'est-à-dire, évidemment, en faire un débat public en se disant, évidemment, voilà, faire vivre la démocratie au regard en fait d'une déconstruction en fait culturelle. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que comment dire, ces instances-là, en fait, on les a pas. Du coup, en fait, ça se crée de cette manière-là. Du coup, certains vont se dire évidemment, ah, elles sont quand même extrêmes, les féministes, etc. En fait, rien n'est bordé. Et du coup, on entretient une forme de clivage, alors qui est bien une forme de frein, effectivement, au patriarcat, mais un clivage, je dirais pas qu'il est malsain, mais malheureusement, on pourrait profiter en fait de cette vague-là pour vraiment aller nettement plus loin. Et peut-être pour le dire autrement, je pense que la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, mise en place par Emmanuel Macron en 2021, à laquelle j'ai participé, c'était une forme de commission vérité. Je m'explique, on a eu quand même en l'espace de 2 ans et demi, 33 000 personnes qui nous ont fait confiance, qui ont témoigné et donc qui ont contribué au rapport de la Civise. 33 000 personnes, et de l'autre côté, on a auditionné les experts. Et donc, je pense que c'est une première étape d'une commission vérité qui est quand même assez importante, avec quand même un nombre conséquent, effectivement, de personnes. Et je pense que c'est un frein. Après, on voit bien, malheureusement, que on sait comment les choses se sont terminées, puisqu'il y avait à la tête de la commission, notamment en coprésident, le juge Édouard Durand, et en tant que juge, dire au bout d'un moment qu'on était dans un système d'impunité, parce que lui-même était quand même estomaqué de voir qu'il y avait uniquement 3% des agresseurs qui étaient condamnés en cas de violence sexuelle sur les enfants et moins de 1% en cas d'inceste. Ça lui a valu son poste en réalité. Donc je pense que il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin en fait là-dessus, mais quand même, il y a quand même des avancées et il faut quand même le reconnaître, notamment sur les dernières années, et qui sont liées tout simplement au fait qu'il y ait énormément de militantes et de militants qui se sont mobilisés depuis des années pour parvenir en fait à ce qu'on connaît là, comment dire, ces derniers temps. Donc le patriarcat a laissé malheureusement d'autres traces que effectivement les violences faites aux femmes, hein, des traces tout aussi dramatiques. Vous dites hein, que les mêmes mécanismes, les mêmes conséquences et le même déni entourent les violences faites aux femmes et celles faites aux enfants. Vous venez un petit peu de l'évoquer. Alors Bien vous sûr. avez vous-même été victime de la violence de votre père et d'abus sexuels dans votre enfance. Vous le racontez dans votre livre. Oui. J'étais un enfant. Donc pour vous, il y a vraiment un fil qui relie à la fois ces violences faites aux femmes et ces violences faites aux enfants. Mais oui, parce qu'en fait, la violence, c'est toujours un choix, et c'est un choix en fait qu'on fait sur, au regard en fait d'un sujet qu'on détermine comme vulnérable. Et donc en fait, ce choix-là, en fait, il est fait délibérément. Alors, et je vous dis, c'est là-dessus en fait qu'il faut qu'on travaille aussi. La société s'accommode sans cesse de se dire, c'est des fous, c'est des monstres, etc. Les agresseurs, mais pas du tout en fait, pas du tout. Alors après, bien sûr, c'est pas Monsieur Tout le monde. Moi, je suis bien d'accord, effectivement, pour le dire, et heureusement, parce que sinon, c'est assez anxiogène. Mais néanmoins, rappelons-le, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est un choix délibéré. Et finalement, le risque qui est pris aujourd'hui, quand on regarde les chiffres en plus de la justice, on se rend compte que finalement, le choix qui est fait par un agresseur, bah, c'est aussi de prendre ce risque-là, parce qu'en réalité, il y a très peu de chances qu'il soit condamné. Donc, ça veut dire que si on avait une justice, si on avait un système judiciaire, mais même pour aller plus loin, tout un système en fait républicain qui fonctionnait mieux, avec une justice qu'on appelle de notre vœu beaucoup plus impérative, qui permet effectivement de condamner, etc., et même d'induire des choses au niveau des comportements de certains professionnels, comment est-ce qu'on les accompagne, etc., et ben je pense qu'on gagnerait en fait la bataille. On prend un exemple, prenez la Suède par exemple. La Suède, en 1979, ils ont voté en fait la fameuse loi contre la fessée qui a fait couler beaucoup d'encre en fait en Mmh. France il y a quand même pas très longtemps, parce qu'on était en 2019. Mais la Suède vous dit quoi, l'exemple suédois? Il est intéressant. Il vous dit que 1979, arrêt de la fessée, etc. Et ben ça signifie quoi derrière? Aujourd'hui, ils ont moins de situations de violence sexuelle, ils ont moins de situations d'enfants placés, etc., etc. Ça veut dire que ce qui était vu initialement en Suède, d'ailleurs, par les Suédois eux-mêmes, comme quelque chose d'un peu extrême, quand même, vous vous rendez compte, on est en train de nous déposséder notre rôle de parents, etc. Tout le truc qu'on a entendu 40 ans plus tard, effectivement, en France, et ben ça a payé. Mais pourquoi ça a payé? Bah, pas uniquement parce qu'il y a une loi. En France, en fait, on aime bien faire des lois, mais on a du mal des fois à les appliquer. Je pense que les Suédois ont su en fait décliner cette loi-là en fait sous forme comment dire, de politique publique pour être en capacité en fait d'avoir des résultats 40 ans plus tard. Et ça, c'est important de le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, unanimement, on est tous là à dire ah, les violences, c'est pas bien, les violences faites aux femmes, c'est mal, les violences faites aux enfants, oh là là, c'est très mal, etc. Sauf que concrètement, il n'y a pas grand-chose en fait qui évolue. Je suis désolé de
le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il s'agirait en fait de se dire c'est une priorité et voilà comment est-ce qu'on va mettre les choses en place. Et malheureusement aujourd'hui, là où le bas blesse, c'est qu'il y a très peu finalement de changements. Les chiffres d'ailleurs sont quand même alarmants. Ils l'ont été d'autant plus avec la période de confinement que nous avons vécu parce qu'il y a une augmentation assez massive des violences et notamment des violences faites aux enfants quand même. 80% des violences qui ont augmenté, c'était des violences qui étaient faites aux enfants et notamment des violences sexuelles d'ailleurs faites aux enfants durant cette période de confinement. Donc qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce qu'on en retient juste des chiffres? C'est ça la question. Ou est-ce que derrière, on se dit au bout d'un moment qu'on passe des chiffres à l'action? Et ben, je pense qu'il serait temps à un moment donné de passer des chiffres à l'action, parce qu'effectivement, c'est quand même derrière, ce sont bien des vies humaines qui sont en danger. Clairement, très clairement. Pour revenir à votre situation personnelle, quels ordres établis au sein de votre famille, c'est-à-dire ce qui allait de soi en termes de place, de rôle, de pouvoir, ont finalement permis les maltraitances que vous avez subies, selon vous? Bah, moi, de manière très claire, les premières violences que j'ai vécues, c'est celle d'un père qui était très très violent, humiliant, etc. Et personne, en fait, ne venait me protéger de ces violences-là. Elles étaient connues de tout le monde au niveau de la famille, à tous les niveaux, que ce soit, je sais pas, des oncles, des tantes, des grands-parents, etc., etc. Connu également des voisins, connu également de l'école. C'était quelqu'un qui était en plus d'un milieu assez, enfin, ma famille, d'un milieu assez bourgeois. Et finalement, c'était quelque chose qui était permis. Donc déjà, c'était la première chose à dire, c'est que moi-même, en tant qu'enfant, même si j'avais vécu d'autres violences, enfin, vers qui me tourner, puisque tout le monde était au courant des violences de mon père, alors que et personne ne faisait rien. Et en fin de compte, bah ça fait de moi en fait un enfant vulnérable, tout simplement. Et c'est comme ça que pour moi, je le raconte effectivement. Vous avez cité mon livre tout à l'heure, je le raconte dans mon livre. C'est-à-dire que pour moi, j'ai été la proie idéale en fait d'un prêtre pédocriminel entre l'âge de 8 ans et 11 ans, puisque j'ai donc été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un prêtre pédocriminel. Et après, même de deux cousins. Et là, c'est là-dessus, hein, je le disais tout à l'heure, le risque bien souvent pour une victime, c'est d'être de nouveau victime. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes mécanismes en fait de sidération, ce sont les mêmes mécanismes de dissociation. Et malheureusement, on se retrouve dans ce cas de figure sans avoir forcément les clés pour être en capacité de se protéger et ou même de savoir tout simplement dans cet environnement-là qui est susceptible de nous porter secours. Moi, je vous dis, même enfin, moi, j'ai même eu un voisin dans mon histoire qui m'a empêché d'aller au commissariat alors que mon père venait de me frapper de manière très violente puisque je saignais, etc. Et ce voisin-là, je me rappellerai toute ma vie, disait simplement, ah, tu comprends, on le connaît quand même, c'est aussi quelqu'un de bien. Donc voilà, mon père, c'était la personne violente, mais tout le monde s'accommodait de se dire, bah, je sais pas, quand les gens étaient en vacances, mon père allait nourrir les chats, par exemple, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, les petits arrangements entre amis, mais qui semblent comme ça anecdotiques et qui finalement permettent la survie d'un système très violent, d'un système patriarcal. Alors que finalement, qu'est-ce qui peut justifier une violence quelle qu'elle soit? On le voit bien d'ailleurs, c'est intéressant ce qui se passe en ce moment. Si vous me permettez de faire ce lien avec l'actualité, c'est-à-dire que quand vous regardez l'abbé Pierre, tout le monde, en fait, on se rend compte qu'énormément de gens savaient. Et ce qui a permis en fait à l'abbé Pierre en fait de perdurer en fait dans son fonctionnement, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement parce que en fait il était autorisé par tout le monde sans problème. Ouais, le parallèle est intéressant, hein, tout à fait. Et souvent, la remise en cause de l'ordre en place entraîne parfois celui, en tous les cas, qui remet en cause. Voilà, ça entraîne une forme soit de ridiculisation, soit de stigmatisation, voire de mise à l'écart. Est-ce que c'est cela, selon vous, qui explique le silence de ceux qui sont témoins d'abus? Dire l'inceste, par exemple, est-ce courir le risque de briser le pacte social de la famille? Bah en fait, c'est plus compliqué, je pense. Je pense que en réalité, ce qu'on a vu au niveau de la Civise, et là je vais faire le parallèle, c'est que en réalité, les enfants parlent. Les enfants parlent, les enfants devenus adultes parlent, mais nous ne sommes pas capables de les protéger. Vous Mais voyez ce ceux que je qui veux dire? sont témoins de ces abus, pourquoi est-ce Ah qu'ils ne oui, parlent pas? C'est surtout pourquoi? les témoins, parce que les enfants, effectivement, maintenant c'est bien documenté, on commence à mieux comprendre pourquoi ils ne parlent pas, hein, pourquoi les victimes ne parlent pas. Mais ceux qui sont témoins d'abus, est-ce que c'est la crainte de questionner finalement le pacte familial, le pacte social? Oui, bien euh, sûr. Bah oui, oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la famille, c'est sacré. Donc, ça veut dire que la première chose qu'on a à faire, c'est de se dire, bah tiens, faut gérer ça en famille, y compris les pires atrocités. Donc, oui, oui, bien sûr, il y a ce côté-là. Et puis, vous savez, il y a le côté, finalement, ce qui est très compliqué et qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un agresseur, pour parvenir, en fait, au terme de sa stratégie, ce qu'il fait bien souvent, c'est aussi minimiser et banaliser, en fait, son acte. Exemple, moi, mes cousins ont dit à toute la famille, et ce qui a été accepté, hein, que c'était un jeu. Comme si mhm. violer un enfant, ça pouvait être un jeu. Et ben oui, ça peut l'être, apparemment, pour toute la famille. Et il aura fallu près de 2 3 ans pour réaliser à peu près. Et encore, je peux vous dire que j'ai pas eu énormément de soutien après ces 2 3 années d'exclusion de la famille. Mais je pense que tout simplement,
l'enjeu crucial, en fait, effectivement, pour les personnes qui ne dénoncent pas, c'est de maintenir, en fait, l'ordre établi, que ce soit d'ailleurs la famille, que ce soit également l'Église. Vous voyez, si on fait le parallèle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le système d'Omerta, c'est exactement ça. Vous voyez, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand même, et qui me semble essentiel, c'est que en réalité, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'en fait, en France, on a quand même très peu de condamnations sur des questions de non-dénonciation de crimes et d'agressions sexuelles. En réalité, on pourrait briser cette chaîne-là d'Omerta. On pourrait se dire à un moment donné que si on arrivait à condamner, on serait en capacité de faire quelque chose. Je reprends le fil, si vous voulez, vous me permettez. Je suis désolé, c'est l'actualité qui veut ça. L'abbé Pierre. Bon, on peut plus le juger. Très bien, on est bien d'accord, on va pas le ressusciter, surtout après ce qu'il a fait, on va le laisser là où il est. Bon, on apprend quand même que Emmaüs avait des informations dès 1955, que l'Église avait des informations dès 1940, et que finalement tout ce petit système gentiment est resté stable. Pourquoi? Pour maintenir effectivement, préserver l'honneur, etc., des deux institutions, bien évidemment. Deux, accessoirement, mais ce qui est quand même pas rien, pour être en capacité de drainer quand même un peu de dons, parce que c'est quand même ce qui s'est passé. On pourrait se dire aujourd'hui, avec les révélations qu'on connaît, on va faire évoluer la loi pour traduire ces gens-là devant la justice. Enfin, je veux dire, ça semblerait pas complètement dénué de sens. Et pour autant, qu'est-ce qui se passe? Non, on vous dit en fait que les personnes elles-mêmes, à savoir Emmaüs, elles vont dire alors on va mettre en place une commission, etc. Mais d'où les personnes qui n'ont pas dénoncé en fait pendant des années doivent se faire justice elles-mêmes. En fait, c'est ça le sujet qui est posé. Et en réalité, cette question-là ne pose de problème à personne. C'est-à-dire que nous, on réagit, je dis nous, parce que moi, j'ai également cofondé une association qui s'appelle Move Enfant et qui, effectivement, est sur ces questions-là, etc. Mais en réalité, on est peu. Il y a très peu de gens, en fait, qui réagissent. Je relisais encore, là, il n'y a pas très longtemps, on voit bien que la classe politique, y compris une fois de plus Bernard Kouchner, etc., avait des informations et puis ils se sont dit finalement, ils ont décidé délibérément. Mais c'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc on peut aujourd'hui déballer le truc en se disant oui, je savais, bon, ça va, c'est du passé, quoi. Mais c'est ce qu'on dit sans cesse en fait aux victimes. Et donc c'est pour ça que je dis qu'au final, la société n'est pas en capacité aujourd'hui elle-même d'avancer, et donc il faut du politique, voire même le politique qui fasse bouger les lois pour être en capacité de se dire, attends, si on veut plus ça, voilà comment est-ce qu'on doit agir. Et aujourd'hui, on n'a personne en fait dans le navire qui prend délibérément en fait cette position en se disant c'est insupportable, etc. Alors c'est les premiers, si vous voulez, à soutenir parce que c'est facile d'aller dans un procès comme pour soutenir Gisèle Pellico, etc. Ou d'aller soutenir quelques petites victimes en se disant voilà on fait une photo, ça c'est, il y a pas de problème, on a bien compris. Par contre, dès qu'il s'agit de faire bouger réellement les choses et de comprendre, en fait, par exemple, pourquoi une personne comme Gisèle Pellico prend ce risque-là aujourd'hui, de se dire, évidemment, bah, tiens, je veux que ce soit un procès public pour que ça serve à la société. Mais aujourd'hui, moi, j'espère que ça va servir, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, en fait, à part un mouvement hyper empathique qu'on peut entendre, et bien sûr des voix qu'on entend des féministes qui demandent une loi intégrale, etc., différentes choses à juste titre, mais finalement, est-ce que c'est repris par le message politique? J'ai pas l'impression. Et je pense que la vraie difficulté aujourd'hui, elle est là. Donc, il faut qu'on agisse et sur la société civile et en même temps sur le politique pour être en capacité de faire bouger les choses durablement. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit bien effectivement que les témoins, mais plus largement la société, protègent le système plutôt que la victime, que ce soit le système familial ou bien le système plutôt sociétal. On va plutôt protéger effectivement le système que la victime. Le patriarcat, C'est c'est ça. le système qu'on protège, c'est-à-dire c'est l'ordre C'est établi. exactement ça. Et C'est effectivement, exactement dès ça. que les victimes remettent en question l'ordre établi, et ben, les victimes sont souvent sous le feu des projecteurs, on les remet en question. Regardez ce qui se passe. Stigmatisé, C'est exactement ce qui se ridiculisé. passe avec Gisèle Pellico. On a ce spectacle désastreux de la justice française, mais qui est une justice patriarcale en réalité, et pourtant qui a été dénoncée. C'est important de le dire par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est en train de se passer avec le procès Pellico, c'est ce que la Cour européenne des droits de l'homme a nommé une victimisation secondaire, c'est-à-dire comment la justice, de sa manière en fait de se comporter avec la victime, rejoue en fait des choses et puis au-delà de ça, comment dire, inflige de nouvelles souffrances en fait à une victime. Et là-dessus, il y a une jurisprudence parce qu'on parle de plus en plus en fait de droits positifs, etc. Où théoriquement les faits devraient s'arrêter en fait au fait de l'infraction. On ne devrait pas mettre à nu, par exemple, ah bah tiens, vous avez fait du nudisme, je sais pas quoi. Enfin, on parle dans tous les sens, histoire de justifier en fait que des personnes ont violé en fait délibérément une femme qui était quasiment en état de morte, quoi. Je veux dire. Et en France, on s'autorise ça sans que ça pose de problème à personne.
ou simplement se dire ah quand même ils abusent. Bah non, en fait, c'est pas qu'ils abusent. En fait, théoriquement, ce type de comportement, ça devrait être prohibé et au bout d'un moment, ça devrait être condamné, y compris en fait quand le magistrat lui-même n'est pas, ou les magistrats sont pas en capacité de faire ça, ou je sais pas. Et malheureusement, on voit bien qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de faire bouger les choses de cette manière-là. C'est glaçant, effectivement. Mais alors, du coup, comment chacun, là, je ne parle pas forcément que du politique, mais comment chacun, à son niveau, peut-il contribuer à faire changer les représentations? Parce que changer l'ordre établi, c'est d'abord changer les représentations. Ah bah, la première chose, c'est en se positionnant, c'est-à-dire qu'on peut très facilement se positionner. Vous savez, la plupart des personnes, en fait, ne se positionnent pas. La plupart des personnes, en fait, prennent une information brute et puis se disent, bah voilà, etc. Mais pourquoi elles le font? Vous savez, prenez une personne comme moi qui me positionne quand même politiquement sur ces sujets. Je me suis pas fait que des copains, y compris au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, J'imagine. vous prenez ce risque-là. Bon, et ben, le problème, il est là. Et ben, je pense que c'est pas tout, en fait, de dire aux victimes, ah, vous êtes courageuse, vous êtes courageuse, vous êtes courageuse. Je pense qu'il faut qu'il y ait un jeu d'alliance. Et c'est exactement, vous voyez, pour revenir à la tribune, c'est exactement ce qu'on a voulu faire dans la tribune, c'est de se dire qu'il faut ce jeu d'alliance pour déconstruire, en fait, les choses. Et il faut qu'on sorte, il faut évidemment qu'on sorte du bois. Parce que si on sort pas du bois, on pourra tous pleurer, toutes et tous, par exemple, pleurer le lendemain, etc., dès qu'il va y avoir une fois de plus une affaire atroce. Sauf que nous sommes aussi, nous, peuple, je dirais, la politique. C'est-à-dire que si on s'unit en fait en démocratie, on peut être en capacité quand même de faire bouger les choses. Et c'est là que je dis qu'il y a vraiment une responsabilité politique. C'est-à-dire que le politique devrait accompagner ce mouvement-là, qui est sociétal, et en faire quelque chose. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à en faire suffisamment quelque chose parce que bon, on voit bien que les deux ne se rencontrent pas. Donc moi, ce que j'aimerais, et c'est quand même tout le travail qu'on fait actuellement, notamment à travers cette tribune, où dans cette tribune d'ailleurs il y avait comment dire, une feuille de route qui était dressée. C'est-à-dire que il faut qu'on soit en capacité de se dire que les citoyennes, les citoyens ont des choses à dire, et des choses à dire qui sont politiques, et qui ne sont pas uniquement des choses en termes de, je sais pas, oui, d'hypersensibilité ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que rationnellement, on peut demander des choses, on a toutes et tous une expertise différente, etc. On est toutes et tous citoyens, et ce sujet des violences particulièrement, il est politique, il est éminemment politique, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui fait que les choses n'avancent pas suffisamment, c'est parce qu'il y a un manque de volonté politique. Hmm. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Peut-être une question en défocalisant un petit peu. Vous avez une formation d'anthropologue. Comment l'anthropologie peut-elle contribuer, selon vous, à la compréhension et à la transformation de l'ordre social? Bah, l'anthropologie, je pense qu'effectivement, elle peut contribuer, en fait, comme beaucoup de disciplines d'ailleurs en matière de sciences humaines. C'est-à-dire que on est bien dans quelque chose où on vient déconstruire quand même nos relations, notre vie en société. Ça veut dire que vous avez eu notamment des anthropologues comme Françoise Héritier, bien évidemment, et bien d'autres, Dorothée Ducy, là, plus récemment, qui ont démontré en fin de compte que on peut comment dire, et déconstruire et surtout proposer des choses pour que ça change. Sauf que c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est triste, et je vous remercie de me poser cette question parce que on voit bien qu'on a des chercheurs dans toutes les disciplines, que ce soit en droit, etc., qui sont exceptionnels en France, faut le dire quand même, avec des fois des personnes qui ont des renommées internationales. Je pense notamment à un professeur de droit que je connais assez bien, Benjamin Moron-Puech, qui va intervenir jusqu'à Tokyo. C'est-à-dire que les Japonais sont en capacité de se saisir de son savoir, et nous, en France, en fait, on le laisse à l'université, alors qu'eux-mêmes s'en servent, en fait, pour faire évoluer les lois, etc., pour mieux comprendre. Mais en fin de compte, là où il y a une dimension quand même hyper rassurante, c'est que en fait, on a tous les outils, tous les moyens en fait pour agir, sauf qu'on n'agit pas. Donc ça signifie qu'en fait, le jour où on se met d'accord pour agir, bah, je pense qu'effectivement, on pourra avoir des résultats par rapport à ça. Et donc l'anthropologie, bien sûr, peut participer à tout ça. Vous savez, moi, je crois beaucoup au pluridisciplinaire. On voit bien que les historiens peuvent nous apporter des choses. On voit bien qu'il y a différents historiens qui nous ont quand même amenés à réfléchir, notamment historiens des idées, je pense à Pierre Rosanvallon, etc., différentes personnes, la philosophie également. Bref, on voit bien qu'on a tout, on a un système quand même universitaire qui est quand même très performant. Et malheureusement aujourd'hui, c'est pareil, c'est la rencontre en fait de tous ces mondes-là, en fait, des experts et du politique, qui ne se fait pas. Donc bien sûr que l'anthropologie peut participer, moi j'y crois dur comme fer. Par contre, charge aux politiques aussi de provoquer cette rencontre. Après, je pense que là, c'est pas faute quand même au niveau des personnes qui militent sur le terrain de chercher cette rencontre de manière, comment dire, proactive. Et on a un peu de mal effectivement à trouver des personnes qui portent ce type de sujet. Donc, je retiens qu'on a tout, effectivement, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et ça, c'est important. C'est une Il donnée faut aussi, positive. et c'est une donnée positive, mais il faut une vraie volonté politique. Exactement.
Très bien. Bah, écoutez, merci Arnaud pour ces Merci Laurence. interpellations qui dérangent, mais c'est justement parce que nous avons de vrais angles morts sur certains fondements de notre société qu'elles dérangent, qu'elles sont utiles. Peut-être avant de nous quitter, pouvez-vous nous parler en quelques mots de l'association Move Enfant que vous avez citée tout à l'heure et que vous avez créée, nous dire comment vous soutenir dans ce combat en faveur des enfants et puis nous en dire quelques mots justement de cette association. Alors, Move Enfant, c'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance, notamment de violences sexuelles et leurs alliés. Ça, c'est la première chose. Et nous, notre objectif, c'est quoi? Ben, on lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants, mais on lutte de manière politique. On se présente un peu, on se définit comme le Greenpeace de la protection de l'enfance, pour le dire de cette manière-là. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, on part du principe que les solutions, on les connaît. Et c'est là qu'il y a quelque chose de positif. Ça me permet de rebondir sur ce que je disais avant. Effectivement, c'est quand même positif. Mais on voit bien qu'on manque de volonté politique. Donc nous, on va titiller en fait la volonté politique. On va chercher le politique pour qu'il puisse au bout d'un moment agir, etc. On va être aussi du côté quand même de la société civile en se disant, voilà, on a par exemple mis en place avec Move Enfant une caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants qui est passée dans 28 villes, qui va continuer son chemin et qui est vraiment un moment en fait de démocratie participative et de réparation collective. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, comment nous soutenir? Eh ben, déjà, en adhérant à l'association, sans problème. Et puis après, on voit bien qu'on a des membres qui sont passifs et d'autres qui sont actifs. C'est-à-dire qu'on a des gens, en fait, sur les territoires. On est en train de créer, là, de plus en plus des comités, y compris dans les Outre-mer, etc. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Nous, on se dit simplement, voilà, déjà, quand on a été victime, en fait, on n'est pas que ça. On n'est pas que survivants. On a différentes expertises. Vous l'avez dit, moi je suis anthropologue. On a d'autres personnes, je sais pas, qui sont gendarmes, avocats, psy, caissières, enfin j'en sais rien. Tous les métiers. Il y a de la place pour tout le monde. Et pourquoi il y a de la place pour tout le monde? Bah, parce que le sujet, je le redis, il est politique. Donc si le sujet est politique, bah, essayons de nourrir effectivement ces échanges-là, qu'on soit expert dans un domaine ou non. Mais on a quand même quelque chose à dire quand même du sujet à un moment donné. Et pour nous, c'est ça en fait l'enjeu de Move Enfant. Et donc, c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que jusqu'à présent, les associations, on va dire, de protection de l'enfance, c'était plus soit effectivement dans la défense des droits, etc., des choses comme ça. Nous, on inscrit notre lutte que sur une dimension politique, et ça, c'est quelque chose qui nous semble tout à fait essentiel. Merci Arnaud. Merci Laurence. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bally et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.